Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, le créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédéric Fougerat, président de Duncan Paris, agence de communication de crise. Bonjour Frédéric et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Patrice et merci de ton invitation et merci de ta confiance en m'invitant à participer à ce podcast. Eh ben ouais, écoute, merci, je t'accueille dans ce podcast. Toi qui es très régulièrement mis en avant dans les classements de l'activité des DIRCOM, tu es vraiment une référence sur les médias sociaux. Peux-tu justement te présenter pour les rares personnes qui ne te connaissent pas? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas. Je m'appelle donc Frédéric Fougerat, j'ai 57 ans, je suis autodidacte, ce qui veut dire que j'ai commencé à travailler très jeune et je suis DIRCOM, j'ai été DIRCOM pendant plus de 35 ans, 15 ans dans le public et 20 ans dans des grands groupes internationaux. Et depuis 2 ans, j'ai décidé de quitter le monde de l'annonceur pour aller dans celui de l'agence en créant deux agences de communication, une que tu as nommée qui s'appelle Tenkan Paris, qui est une agence de communication de crise, image et réputation de personnalités sensibles, et une seconde dont je suis l'associé qui s'appelle Cogiteur, les Cogiteurs. Et les Cogiteurs, en fait, c'est un collectif de DIRCOM au service des DIRCOM. C'est des gens ce ne sont que des gens, que des anciens DIRCOM qui ont l'expérience de l'entreprise, de l'expérience de la fonction de DIRCOM et qui viennent en soutien à des directrices ou des directeurs de communication qui ont besoin d'un renfort, besoin d'une compétence, besoin de pallier l'absence d'un collaborateur absent ou d'un recrutement gelé. Donc voilà, des gens qui viennent cogiter aux côtés des DIRCOM dans l'ombre, mais pour les aider à faire leur travail. D'accord, écoute, c'est très intéressant. Alors ensuite, depuis très très longtemps sur les réseaux, je suis admiratif de voir que malgré les années qui passent, tu es toujours aussi présent sur ces mêmes réseaux. D'ailleurs, tu as été classé par le magazine Forbes en 2001 en tête du top 100 des décideurs de la communication les plus influents. Alors, tu es un observateur averti pour moi autour de cette évolution des réseaux sociaux et justement, je voudrais connaître ta vision aujourd'hui de cette évolution. Je me permets de te reprendre, c'était en 2021, pas en 2001, parce que sinon À 2000, ça, excuse-moi. ça, ça Effectivement, serait très dépassé. Je serais donc effectivement. totalement has-been éventuellement. Attends, parce qu'on Euh, va la refaire, Frédéric, alors. J'ai dit 2020, 2020, 2020? J'ai dit 2020? t'as dit 2001. Bon, alors attends, on va la C'est reprendre alors. beau. C'était pas grave. Ouais, mais quand même. Alors, on se suit depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, Frédéric, et je suis vraiment admiratif de voir que malgré les années qui passent, tu restes toujours aussi présent sur ces mêmes réseaux. D'ailleurs, tu as été classé par le magazine Forbes en 2021 en tête du top 100 des décideurs de la communication les plus influents. Alors, tu es un observateur averti de ces mêmes réseaux et je voudrais connaître, toi, ta vision aujourd'hui de cette évolution. Tu as raison, Patrice. C'est très agréable de pouvoir échanger en vrai, alors que nous échangeons beaucoup sur le réseau. Pour ce qui est de ma vision de l'évolution des réseaux, en fait, moi, je vois deux évolutions majeures. D'une part, je trouve que les réseaux se ressemblent de plus en plus. Avant, ils avaient de vraies spécificités. On se souvient peut-être pour les plus anciens de la théorie du beignet. Justement, à l'époque de la naissance un peu de l'émergence des réseaux sociaux, la théorie du beignet, ça permettait de dire que toujours autour d'un seul beignet, sur Facebook, je partageais mes goûts, je disais j'aime les beignets, alors que sur Twitter, je montrais ma vie en direct, je mange un beignet. Quant à LinkedIn, je valorisais le fait que j'avais remporté le concours du meilleur beignet, donc là j'y montrais mes connaissances, mes compétences, pardon. Et puis sur Instagram, je publiais la plus belle des photos de mon beignet, donc j'illustrais. Et aujourd'hui, tout ça a tendance à se lisser et la conséquence de cette uniformisation, bah, c'est aussi un discours beaucoup plus uniforme sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ça, c'est les deux évolutions, enfin deux en une. C'est ce que j'observe le plus. Après, il y a aussi le ton, l'esprit, la façon de s'y exprimer, une forme de radicalité. Euh, notre culture qui tend à de plus en plus se politiser. Enfin, je trouve que certains radicaux ou extrêmes poussent à cette modification culturelle pour tout politiser et donc être plus dur sur tous les sujets et faire de tout sujet une potentielle polémique. Ça aussi, Mm. on en voit les conséquences, même un peu sur LinkedIn, qui devrait pourtant rester très professionnel et qui, petit à petit, il y a du terrain qui est grignoté et LinkedIn n'est plus toujours uniquement professionnel.
Ouais, on y reviendra sur ce qu'on appelle la Facebookisation. Alors justement, toi, est-ce que tu as encore un réseau social préféré parmi tous ceux qui existent aujourd'hui? Alors, je pourrais te faire une réponse de Normand en te disant tout dépend ce que je viens y faire. La vérité, c'est que Twitter, que j'ai du mal à appeler X, voilà, garde mon affection absolue et donc ça reste quand même pour moi le réseau de prédilection. Il est vrai que je suis aussi très présent sur LinkedIn et je trouve un intérêt très important à LinkedIn. D'ailleurs, en fait, j'y ai deux communautés professionnelles assez différentes. Parce que mon compte Twitter est très international, alors que mon D'accord. compte LinkedIn est beaucoup plus français. J'allais dire francophone, je me trompe. J'allais dire une bêtise, parce que mon compte Twitter est très international, mais il est très francophone, et mon compte LinkedIn est très français, lui. D'accord. Alors, est-ce que tu sais, tu as une explication sur justement cette différenciation? Est-ce que ça a été naturel chez les choses qui sont une volonté de ta part? Comment ça s'est, tu le matérialises justement cette différence entre les deux? Alors aucune volonté de ma part, je n'ai pas cherché à construire ou à me distinguer de cette façon. Il se trouve que j'ai une audience assez importante dans beaucoup de pays francophones africains, et D'accord. pas que africain, mais et le continent africain pèse très lourd sur mes communautés de followers. Et ce sont des gens sur Twitter qui ont commencé à me suivre, qui ont commencé à parler de moi, qui ont commencé à donner de l'écho à mes publications. Et c'est ce qui a internationalisé mon profil Twitter. Et c'est moins le cas du profil LinkedIn, même si beaucoup me suivent sur les deux sites. D'accord, c'est intéressant, effectivement. Alors justement, tu postes très régulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es imposé une fréquence alors tu parles de Twitter, de LinkedIn, est-ce que tu t'es imposé une sorte de programme régulier dans ta semaine? Comment tu t'organises justement sur cette fréquence? Alors, je ne parlerai pas vraiment de programme, mais c'est vrai que j'ai quelques règles et quelques façons de travailler que je répète. D'abord, je poste davantage sur Twitter que sur LinkedIn. Twitter reste pour moi quand même un média d'actualité et d'instantanéité, donc je peux tweeter ou retweeter. Et si quand tu retweets, c'est parce que des gens ont publié quelque chose d'intéressant et ça, tu peux pas l'avoir anticipé ou programmé. Alors que sur LinkedIn, je suis plus sobre pour ne pas non plus écraser les gens d'informations. Je pense pas que ce soit une bonne façon de communiquer. Donc sur Twitter, ça peut être toute la journée en fonction de l'actualité, et sur LinkedIn, ça sera maximum une fois par jour. Mon sentiment, mon D'accord, intuition, c'est que l'information, elle se consomme pas de la même façon sur les deux réseaux, donc j'essaye d'en tenir compte. En revanche, si j'ai une règle, c'est que j'ai une communication majeure par semaine que je publie le mardi. Le mardi, pourquoi? Et pourquoi pas un autre jour? Et pourquoi moi le mardi? Mais c'est parce que c'est le jour qui semble mieux correspondre à l'intérêt porté à mes publications par mes communautés. Et donc cette communication que je considère comme majeure, je n'en publie qu'une seule fois par semaine, parce que d'accord. ensuite le suivi, la gestion des commentaires sur cette publication m'occupe plusieurs heures par jour pendant une semaine. Donc je n'aurai pas matériellement le temps d'en faire plusieurs, ou alors c'est-à-dire que j'abandonnerai le côté social et la relation avec les gens qui commandent, qui répondent et qui attendent une interaction de ma part. Donc c'est la raison pour laquelle je me limite à cette publication majeure de la semaine, qui généralement est une punchline. Le mot formule en français parle moins, mais j'aime pas utiliser le mot anglais, mais voilà, c'est ma punchline de la semaine qui, petit exclu pour toi, toutes ces punchlines du mardi seront réunies dans un livre qui va sortir au mois de mars et qui va s'appeler Anthologie de la com. Ça sera une compile D'accord. de toutes ces punchlines qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Eh ben, écoute, on se fera l'écho et donc on suivra ça un mardi. J'imagine que tu vas le lancer un mardi, donc on fera l'écho de ce livre. Et donc c'est très intéressant effectivement. Donc tu t'obliges entre guillemets chaque semaine à trouver une information, donc une punchline sur laquelle tu axes particulièrement ta communication. Après tu la retravailles durant la semaine ou c'est vraiment que le mardi que cette information elle est diffusée. Alors, je m'oblige vraiment pas à en trouver parce que j'ai envie de dire malheureusement, j'ai le cerveau qui ne s'arrête jamais et c'est très épuisant. Donc en fait, je produis des contenus bien plus que je n'en utilise. Je dois D'accord, avoir dans mes brouillons de tweets 80, 100 tweets d'avance, dont la moitié ne seront pas publiés. Euh, d'accord. donc ça, là, la production, c'est pas un problème. Les contenus, ils sortent tout seuls.
Mais pour répondre précisément à ta question, oui, il m'arrive de les exploiter de plusieurs façons et de revenir éventuellement sous plusieurs angles pour illustrer le même sujet ou la même punchline en fonction de son intérêt et de ce qu'il peut y avoir à dire. D'accord, écoute, c'est très intéressant, effectivement, ce mode opératoire, ce que j'avais pas encore effectivement beaucoup rencontré. On va revenir sur la thématique aussi de ce podcast, qui est donc le marketing advocacy, c'est-à-dire comment les entreprises, les collaborateurs et les dirigeants prennent la parole sur les réseaux sociaux. Dans tes différentes expériences qu'on a vues, hein, qui ont été très riches et très diverses, est-ce que tu as pu mettre en place justement ces stratégies de marketing advocacy avec la leader et l'employé advocacy? Écoute, effectivement, en fait, dans les 3 derniers grands groupes dans lesquels j'ai travaillé, j'ai été DIRCOM, j'ai effectivement mis en place des politiques d'employés advocacy. Donc c'était chez Altran, qui aujourd'hui est Capgemini, dans le groupe Elior, et chez Foncia, qui est devenu Emeria dans le sens groupe. Chez Altran, c'était donc dans les 3 cas, ça partait toujours de la même intention, qui était d'accompagner les collaborateurs et les dirigeants dans l'usage des réseaux sociaux, dans la maîtrise de leur communication et de leur présence sur les réseaux sociaux, à la fois à titre personnel, et c'est important de le dire, et c'est aussi comme ça qu'on intéresse les gens, c'est comment vous comportez, comment vous présentez, comment gérer votre image et votre discours personnel sur les réseaux sociaux, mais aussi parce qu'ils vont être capables de bien le faire à titre personnel, de pouvoir en faire des ambassadeurs de la marque. Donc dans les 3 entreprises, j'avais des profils de collaborateurs très différents, des intentions de communication qui pouvaient être aussi différentes en fonction des marques et des secteurs d'activité, mais le raisonnement global était à peu près le même. Et donc chez Altran, c'était une campagne qui était mondiale puisqu'on était présent dans 26 pays dans le monde et donc c'est la raison pour laquelle c'est en anglais et ça s'appelait Master Your Reputation. Et c'est vrai qu'à cette époque, la question de maîtriser sa réputation était importante, et maîtriser sa réputation, c'est aussi maîtriser celle de l'entreprise. Chez Elior, toujours présent à l'international, la campagne s'appelait We Are Socializers, pour permettre aux collaborateurs de réaliser qu'ils étaient des ambassadeurs. Et chez Foncia, qui était plus national franco-français, mais avec quand même une présence européenne, la campagne s'appelait Let's Go Social. Dans les 3 cas, vraiment la même intention interne, humaine et de communication, de permettre aux collaborateurs d'être des ambassadeurs, en commençant par savoir se présenter eux-mêmes, être présents eux-mêmes, travailler leur capacité à être sur les réseaux sociaux. On avait face à nous des collaborateurs qui étaient complètement novices et puis d'autres qui étaient parfaitement à la hauteur pour faire le job par eux-mêmes. Donc il fallait voilà créer des communautés d'intérêt, travailler en fonction des niveaux des gens, de leur intérêt. Ça a permis d'amener plein de gens à être sur les réseaux sociaux, à communiquer et à communiquer donc aussi en faveur de ces marques. D'accord, et pour toi, donc c'est des choses qui aujourd'hui, doivent être naturelles, dans les entreprises, toi qui accompagnes justement, des entreprises, dans le sens où, ça fait partie, on va dire, du package global, de communication que doit avoir une marque, aussi bien sur la marque employeur que sur la partie commerciale, en intégrant justement, ce marketing advocacy qui est aujourd'hui un point, important qu'on voit qui se développe énormément dans les différentes entreprises? Alors là, je vais te faire une réponse de Normand parce que je vais dire que dans l'absolu, oui, ça me paraît normal. Mais en fait, chaque cas, chaque situation doit être étudiée avec discernement. Si je prends l'exemple des 3 entreprises que j'ai citées et donc dans lesquelles j'ai mis en place ces programmes, par exemple chez Altran, c'était des communautés d'ingénieurs, donc des gens qui n'avaient pas une appétence particulière pour la communication. Certains en avaient beaucoup, d'autres pas du tout. Et là, et par contre, ils n'avaient aucune difficulté à appréhender les outils. Ça leur était plutôt naturel, mais c'était plutôt la nature du contenu qui était pas simple à appréhender, et notamment dans des métiers où dans des entreprises où les gens sont en mission, ils sont en mission chez le client, donc il y a aussi des contrats de confidentialité. Tu travailles au nom du client et non pas au nom de l'entreprise qui t'envoie en mission. Donc il y a des petites nuances, des petites subtilités auxquelles il faut veiller pour ne pas simplement rompre des contrats juridiques sur la confidentialité. Chez Elior, je fais des schémas et je vais être un peu grossier et caricatural, mais la majorité de la population des collaborateurs, c'était des cuisiniers, donc a priori pas des ingénieurs
qui ont toute la facilité avec l'outil, même si manifestement ils n'avaient aucun problème avec l'outil. En revanche, c'était des gens qui étaient très très fiers de leur production et qui aimaient filmer ou photographier des recettes, des plats, publier des photos gourmandes, partager leur amour de la cuisine. Donc c'était un autre travail qu'il y avait à faire auprès de cette population-là. Chez Foncia, on était plutôt un peu entre les deux, des populations très diverses, un métier qui est pas forcément très instagrammable, si on peut dire, bien que certains sont très créatifs et permettent à rendre le métier très instagrammable. Donc voilà, c'est donner des clés techniques, donner des clés d'usage, donner des clés juridiques, donner des clés aussi graphiques ou de contenu. Chez Elior, on avait créé un site dans lequel la communication publiait des contenus pour permettre aux collaborateurs de venir eux-mêmes venir chercher, choisir les contenus qu'ils avaient envie de mettre en avant s'ils n'avaient pas d'idée particulière. Et puis ça résolvait aussi la question de est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit. Au moins, il y avait un site à disposition des collaborateurs où il y avait des contenus en masse, des illustrations en masse, et qui permettaient aux collaborateurs de venir chercher, de venir se fournir eux-mêmes en fonction de leurs souhaits, à la fréquence de leur choix. Donc voilà, un travail très différent. Et pour revenir sur ta question, pour moi, il n'y a pas d'obligation. Ça dépend aussi de l'intention de communication de l'entreprise. Quels sont ses objectifs? Quels objectifs la communication doit servir? Mais on ne peut pas omettre que de toute façon, on est dans une ère de communication où les collaborateurs sont attirés, intéressés et qu'ils sont donc potentiellement des communicants, pour ne pas dire des communicateurs, comme on dit en Afrique, pour distinguer le simple fait de communiquer entre personnes ou le fait de communiquer de façon professionnelle. Dans la mesure où les collaborateurs sont potentiellement des communicateurs, alors je pense qu'il faut leur donner les outils et aussi la connaissance, les moyens de pouvoir communiquer correctement. C'est une façon pour l'entreprise de garder la maîtrise de sa communication aussi. D'accord, justement donc ce que nous on appelle donc la communication, incarnée comme tu le dis si bien, forcément elle va s'adapter, en fonction des différentes structures, mais peut-être que, par l'expérience que tu as, il y a peut-être aujourd'hui des conseils incontournables, pour, réussir cette mise en place de ces paroles, en ligne des dirigeants, des collaborateurs? Alors, des conseils, je peux en sortir deux. Le premier, c'est de respecter la première règle basique de la communication, qui est de travailler les contenus. Si on n'a pas une histoire à raconter, on n'a pas à communiquer. Donc vraiment, le travail du contenu, c'est la règle numéro un. Content is king. La seconde, notamment par rapport aux personnes et aux personnes qui incarnent une marque, je pense que la règle, c'est d'être authentique. Euh, la prise de parole des dirigeants, elle doit être conforme à la réalité employeur. On ne doit pas fantasmer sur son entreprise ou sur sa marque ou la présenter comme elle n'est pas. Ça, c'est même une communication qui est souvent très contre-productive. Alors, on peut parler de ses ambitions, on peut parler de ses objectifs, mais il faut pas faire passer l'entreprise pour ce qu'elle n'est pas ou se prétendre être ce qu'on n'est pas. C'est très mauvais pour la communication interne, c'est très mauvais aussi pour l'image employeur, parce qu'à un moment ou un autre, quelqu'un va venir vous expliquer, vous démontrer, voire vous prouver que votre communication est bidon et que vous n'êtes pas authentique dans ce que vous dites. Donc voilà, travailler les contenus et puis être authentique. Ça me paraît deux règles simples, raisonnables, mais indispensables à respecter. De toute manière, comme tu le disais, hein, c'est-à-dire qu'on on ne peut pas mentir sur les réseaux sociaux ou en tout cas à un moment donné, il y a une différence importante entre ce qu'on veut diffuser et la réalité terrain. Et sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui ne pardonnent pas. On le sait bah, avec plein de cas qu'on a toujours sur les réseaux sociaux. Alors on a... Patrice, si tu me Vas-y, permets, vas-y. au-delà Vas-y, vas-y. même, au-delà même des réseaux sociaux, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est le retour de boomerang le plus violent et le plus rapide. Je pense, en tout cas, c'est ma façon de travailler, qu'en communication, il ne faut jamais mentir, même si on n'est pas obligé de tout dire. Contrairement à un journaliste, on n'est pas là pour apporter une information complète et détaillée, mais on est là pour mettre la lumière sous un angle ou sur un point particulier. Mais ma recommandation, comme ma façon de travailler, donc ma recommandation, c'est de ne jamais mentir, ni sur les réseaux sociaux, ni ailleurs. La communication, c'est pas un travail de mensonge, même si encore une fois, on n'est pas obligé de tout dire pour protéger certaines informations ou attirer la lumière sur un point et pas sur un autre. Mais en communication, on ne doit jamais mentir. Alors,
Justement, c'est un point aussi des questions souvent qu'on nous pose, hein, des échanges qu'on a dans le cadre de ce podcast. C'est justement sur LinkedIn qui aujourd'hui évolue fortement avec une certaine ce qu'on appelle la Facebookisation. Toi aujourd'hui, est-ce que tu fais la différence? Comment aujourd'hui tu fais la différence entre ta vie pro, ta vie perso par rapport à ce que tu disais justement? Est-ce que c'est des choses qui sont simples pour toi, les choses sont claires? Est-ce que tu diffuses quand même des choses plus personnelles sur ce réseau social? Comment aujourd'hui toi tu le vois ce réseau? Alors le LinkedIn est pour moi un réseau professionnel, comme d'ailleurs tous les réseaux sur lesquels je communique de façon professionnelle. Je ne déroge pas à cette règle et je ne déroge pas à deux règles d'ailleurs. Aux deux règles minimum, c'est un, c'est professionnel, donc ce n'est pas personnel. Deux, je viens parler du métier de la communication, donc je ne parle pas d'autre chose. Donc a priori, pas de questions personnelles. Je ne fais pas non plus de politique. Je partage mes idées politiques avec les gens que ça intéresse, mais je ne prends pas en otage ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont intéressés sur mes prises de position sur la communication pour leur parler de politique. Donc je reste vraiment dans une ligne éditoriale très stricte. Donc ma vie privée, j'en parle sur un compte, je partage des éléments de ma vie privée sur un compte Insta qui est privé, fermé, réservé à mes amis, à ma famille. Euh, voilà, sur les autres comptes D'accord. sociaux, je reste professionnel et je m'oblige à rester professionnel. Alors parfois, il y a une actualité qui te donne envie de bouillir et qui te donne envie de t'exprimer, qui donne envie de partager une colère. Mais je considère que c'est le respect que je dois aux gens qui me suivent, c'est de rester sur la raison et la thématique sur laquelle ils me suivent. Donc à aucun moment Ouais. je partage autre chose que ce pourquoi les gens me suivent, c'est-à-dire ce sur quoi je me suis engagé à m'exprimer. D'accord. Alors, il y a un réseau social aussi sur lequel on n'a pas parlé pour le moment, qui est donc TikTok, où beaucoup de marques se posent des questions, vont en expérimentation. Aujourd'hui, toi, dans des stratégies de prise de parole, est-ce que tu le conseilles? Comment aujourd'hui, toi, tu penses évoluer, voir évoluer ce réseau social qui aujourd'hui quand même pose beaucoup de questions pour les DIRCOM, en fait? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats autour de TikTok. Moi, je ne conseille ou ne déconseille aucun réseau, aucun outil, aucun moyen de communication. Tout dépend de ce que l'on a à dire et à qui on a à le dire et de quelle façon on souhaite le dire. Donc TikTok, pourquoi pas si ça concerne tes clients, si ça concerne tes cibles, et absolument pas si c'est complètement décalé par rapport à tes intentions de communication et à tes besoins de communication. Perso, j'ai pas une grande expertise de TikTok. Je l'ai approché personnellement, mais professionnellement, j'ai jamais eu à l'utiliser parce que c'était pas le réseau qui correspondait aux cibles que je souhaitais toucher. Voilà, donc encore une fois, c'est pas parce qu'un réseau existe qu'il faut absolument l'utiliser. Et il se trouve que dans mon expérience, je n'ai plutôt jamais eu à utiliser TikTok, que j'ai quand même approché pour connaître l'outil et essayer de le comprendre au mieux, pour éventuellement le déclencher et l'utiliser si j'avais avant dans une entreprise et aujourd'hui auprès d'un client un besoin de communiquer via ce réseau dont il ne faut pas sous-estimer la puissance. Alors il est très très chronophage aussi, mais il faut pas en sous-estimer la puissance. Mais il n'a aucune puissance s'il ne touche pas vos cibles. Donc c'est s'il ne touche pas tes cibles. Donc voilà, Sûr, ouais. comme tous les supports à utiliser avec discernement. Ouais, et ce qu'il faut aussi rappeler, hein, nous, on a accompagné récemment une marque, alors qu'effectivement, en fonction de ces points de communication, comme tu l'évoquais, TikTok faisait partie de cette stratégie, mais que globalement, pour l'ensemble des réseaux sociaux, quand une marque ou un dirigeant ou un collaborateur, on positionne des personnes dessus, il faut quand même qu'il y ait un accompagnement fort, comme tu le disais, et que derrière, quand on est une marque, et notamment sur TikTok, il faut être extrêmement présent dans la qualité des réponses qu'on apporte à chaque commentaire. Et donc, c'est du temps, c'est de l'argent. Et donc, il faut bien réfléchir aussi sur ces prises de parole en ligne. Et c'est des choses qui sont importantes à avoir à l'esprit quand on est comme ça en réflexion sur une prise de parole ou l'ouverture d'une prise de parole sur un réseau social. T'as raison, c'est extrêmement chronophage. Ça veut dire il faut bien choisir ses réseaux. Parfois, peut-être faut-il décider de ne pas aller sur tous les réseaux, même certains qui seraient cohérents ou opportuns, mais parce qu'on n'aurait pas la capacité éventuellement de bien les gérer. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas être sur tous les réseaux, mais très bien gérer ceux sur lesquels on est, plutôt que de vouloir être absolument partout et finalement d'être à la traîne. Je dis aussi qu'on peut parfaitement être accompagné par une agence ou par des professionnels externes sur les réseaux sociaux, mais on peut déléguer une partie de ce travail, mais déléguer, ça ne veut pas dire l'abandonner,
Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire à des gens, bah, faites ce boulot à ma place. On est obligé de rester investi, on est obligé de rester très proche des échanges et des contenus qu'il y a sur ces réseaux, parce que sinon il y a un réel risque de perte de maîtrise de sa communication si on l'abandonne, parce qu'on ne briefe pas, on ne suit pas, on ne contrôle pas le travail d'une agence. Une agence qui peut être la meilleure au monde, mais si elle n'a pas les bonnes orientations et les bons guides pour faire son boulot, alors elle peut pas être dans ton cerveau à ta place pour faire ton travail. Donc on peut déléguer, mais on peut déléguer une partie, certainement pas tout, et on ne peut pas en tout cas abandonner. Déléguer, ce n'est pas abandonner. D'accord. Alors justement, toi, aujourd'hui, on peut te retrouver sur quel réseau, par rapport à ce qu'on évoque depuis le début, sur quel réseau aujourd'hui tu considères qu'on peut venir échanger avec toi? Alors les deux réseaux principaux sur lesquels on me trouve, ceux que j'ai évoqués en entrée, c'est Twitter X sous le pseudo Fred Fougera. OK. J'ai jamais pu à l'époque déposer mon prénom en intégralité. C'est pour ça que Fred Fougera est un peu devenu une marque. Il y a des gens qui m'appellent Fred sans savoir que je m'appelle Frédéric. Voilà, c'est la magie de la communication, si on peut dire. C'est mon côté produit. Donc Fred Fougera sur X Twitter, Frédéric Fougera sur LinkedIn. Et j'ai également un compte pro Instagram qui s'appelle Frédéric Fougera Tenkan Paris, qui est naissant et qui est un peu moins puissant que mes autres comptes. Mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et sur Twitter, tout à l'heure, on parlait sur Instagram, on parlait de la nuance privée et professionnelle. Sur Instagram, je montre parfois les coulisses de mes activités. Donc on rentre pas dans le privé, mais voilà, parfois j'aime bien partager quand je le peux les coulisses d'un studio T, d'un studio radio, d'un manuscrit qui est rendu avant d'être imprimé. Voilà, pour être un petit peu, pour incarner un peu incarner un peu différemment des informations froides ou des pures déclarations sur la communication. D'accord. Alors, l'idée aussi dans ce podcast, c'est de faire, découvrir, aux auditeurs, de découvrir des nouvelles personnes, en tout cas des gens qui pour toi, méritent ou il y a un vrai intérêt à les suivre dans leur, activité. Donc, quelles pourraient être pour toi les personnes, incontournables, à suivre? Alors, tu m'as permis d'anticiper cette question en me prévenant à l'avance pour que je sois pas pris au dépourvu. Et tu m'avais demandé de te transmettre donc des noms de dirigeants ou de dirigeantes que je Ouais, suis. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je me suis rendu compte que je n'en suivais pas tant que ça. d'accord, Et j'ai aussi vu une étude sur Capital qui disait que 87% des PDG avaient un compte sur LinkedIn, mais seulement 22 sur Twitter. Donc d'accord. ceci explique cela. Donc on peut être, donc il y a plein d'explications. Hein. On peut être un grand patron et un piètre communicant. C'est pour ça qu'il y a des DIRCOM. Hein. C'est pour apporter cette compétence aux dirigeants qui n'est pas leur compétence d'origine. Il y a pas de mal à ça, bien au contraire. Tant mieux pour les communicants. Euh, et si les dirigeants sont bien conseillés, en tout cas avec des conseils comme ceux que moi je peux leur donner, souvent je dis aux dirigeants de ne pas aller sur les réseaux sociaux s'ils ne le sentent pas, s'ils ne sont pas à l'aise ou si c'est juste pour avoir une présence et pour finalement ne pas y être actif. Donc tout ça participe éventuellement au fait qu'il n'y ait pas une présence dingue des dirigeants sur les réseaux sociaux. On peut aussi D'accord. imaginer qu'il y en a d'autres qui les fuient parce qu'ils veulent fuir leurs clients et c'est une façon de faire l'autruche en n'étant pas sur les réseaux. S'ils ont des expériences clients qui sont vraiment très dégradés, au moins ça leur évite d'être interpellés. Mais là, c'est plutôt courage fuyant, c'est pas glorieux. Alors, pour répondre à ta question, il se trouve que j'ai suivi sur Twitter Emmanuel Faber quand il dirigeait Danone. J'ai suivi Stéphane Richard quand il dirigeait Orange. Et j'ai suivi Dominique Mahé quand il présidait la Maïf. Dominique Mahé qui, au passage, avait préfacé un de mes livres sur le management, Le goût des autres. Et je me suis dit qu'en fait, ces trois dirigeants, en fait, ce qui m'intéressait, c'était leur vision sociale de l'entreprise. Donc, c'était pas finalement, enfin, j'avais pas réfléchi avant, mais c'était quand même trois dirigeants qui quelque part partageaient une même fibre sur les questions sociales. Aujourd'hui, je préfère suivre, ou en tout cas, dans les gens que je suis, c'est plutôt des patrons, des patronnes de la com. Alors des patrons en réalité, parce qu'il n'y a pas de femmes dans ce que je dis. Je recommande de suivre Pierre Calmar, c'est le président de Dentsu France. Alors D'accord. je précise que je suis membre du comité de mission de Dentsu France pour ceux qui verraient un conflit d'intérêt dans ma réponse. Donc en toute transparence, mais voilà, Pierre Calmar c'est quelqu'un de très intéressant et même chose sur la fibre sociale. Voilà, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Je suis énormément, je trouve cet homme profondément intelligent et intéressant. C'est Nicolas Bordas, le VP international de TBWA Worldwide.
Voilà, il a vraiment Ok. des contenus très pertinents avec chaque semaine une idée qui tue. Vraiment, il participe au débat, il participe à partager, à transmettre sur le métier. Vraiment quelqu'un de très intéressant. Je suis aussi Assael Adari, le président d'Occurrence. Notamment parce qu'il aborde des sujets qui sont pas les sujets les plus courants de la communication et c'est très intéressant d'avoir son expertise. J'en oublie forcément plein d'autres, mais c'est les trois qui me venaient. Et comme je n'ai cité que des hommes, j'aurais vraiment quand même cité une femme. Et je suis par exemple Mayada Boulos, qui est la présidente exécutive d'Avas Paris. Voilà, elle est très intéressante à suivre aussi. Elle a occupé des fonctions évidemment passionnantes en communication publique et politique, en étant la conseillère com du Premier ministre Jean Castex. Donc voilà, elle a aussi des expériences multiples et voilà, c'est une femme passionnante, une dirigeante passionnante à suivre. Voilà Eh pour ben, écoute, mes merci pour quelques recommandations. Eh ben, J'en écoute, de toute façon, on j'en les j'en mettra dans j'en les ai notes de l'émission, hein. j'en ai oublié plein. Ouais, Je m'en t'inquiète. excuse auprès d'eux, mais Non, non, c'est l'idée, c'est de sélectionner effectivement pour que les gens puissent découvrir voilà, d'autres personnes. En fonction des invités, ben, ça donne aussi une vision très différente et donc c'est ce que je trouve intéressant aussi dans cette démarche. Ben, chacun a aussi ses communautés, les gens qui le suivent, qui les inspirent et c'est intéressant à chaque fois de voir ben, chacun comment aujourd'hui chacun travaille sur le sujet. On arrive à la fin de cette émission, Frédéric. Est-ce que tu aurais d'autres messages à passer? Est-ce que des choses que tu aurais oublié de dire avant de conclure? bah, j'ai oublié de rappeler que la com est un métier. On ne fait pas de la communication par hasard. On n'a pas besoin de touristes de la communication dans nos métiers. On fait pas de la com pour faire joli. On fait pas de la com pour faire waouh, pour faire sexy. La communication, ce n'est plus un service support. C'est aujourd'hui une fonction stratégique. Donc, on a besoin de professionnels, de gens qui sont engagés et aussi de gens dont l'autorité est respectée. Tout à l'heure, j'expliquais qu'il y a beaucoup de dirigeants qui n'ont pas d'appétence particulière pour communiquer. Bah, c'est pour ça qu'il existe des communicants et qu'ils peuvent fédérer autour d'eux des équipes de communication pour les accompagner. Pour les accompagner. Pourquoi? Parce que la com, c'est un métier. Bah, merci mille fois Frédéric de cette conclusion, de ces échanges et de ta participation au podcast Leader Advocacy du site leaderadvocacy.com. N'hésitez pas pour les auditeurs à partager ce podcast, à mettre une note aussi sur les plateformes. Vous savez très bien que c'est important pour aussi que ce podcast puisse se développer. On se retrouvera dans 15 jours avec une autre belle rencontre autour de la Leader Advocacy. Merci encore et à bientôt. Au revoir, Patrice.